Moi j'ai déjà enterré des œufs dans le sable au Sénégal, avec des dessins dessus, j'ai déjà fait des trucs. Hein. Ouais. Et Jimmy, c'est l'ami imaginaire de Laurent Bounot. Pour que je sois connu et que je passe en radio, il faut qu'un putain de genoun, il valide mes sons, frère. Mais si un genoun, il valide mes sons, ça veut dire que le genoun valide que mes sons, ils vont détourner des gens. Je suis habité, frère. Quand j'écris, il n'y a pas une source d'UV qui passe par les fenêtres. C'est le noir qui m'inspire, j'y peux rien. Je mets les lumières, j'ai pas envie d'écrire. Booba parle d'œufs enterrés dans le sable au Sénégal. Gims signe un contrat avec son sang. Le patron de Skyrock serait lié à un djinn appelé Jimmy. L'artiste raconte qu'une simple photo dans un ascenseur aurait servi de rituel. Et partout, toujours les mêmes mots qui reviennent. Marabout, djinn, pacte. Le problème, c'est pas qu'il y ait une histoire bizarre. Le problème, c'est qu'il y en a trop. Trop de phrases étranges, trop d'images sombres, trop de détails qui reviennent, trop de coïncidences pour que les gens arrêtent d'en parler. Ce soir, on va pas parler de rap français comme d'habitude. On va parler de ces légendes noires, de ces histoires de sorcellerie, de ces clips qui ressemblent à des aveux. Éteignez les lumières. Et voici les histoires que le milieu tente d'étouffer. En mars 2021, Booba est sur le plateau de TPMP. Le sujet du soir, c'est la sorcellerie. Et là, il lâche une phrase qui marque tout le monde. Il dit qu'il a déjà enterré des œufs dans le sable au Sénégal avec des dessins dessus. Il ajoute qu'il a déjà fait des trucs. Moi j'ai déjà enterré des œufs dans le sable au Sénégal, avec des dessins dessus, j'ai déjà fait des trucs. Hein. Et quand on lui demande si c'était pour attaquer ou se protéger, il répond clairement. Ah, c'était de la bagarre. C'était des œufs offensifs ou des œufs de protection? Ah non, moi, c'est la bagarre, c'est pour... Dans la même séquence, il parle aussi de magie verte. Le terme sort sur le plateau pendant qu'on explique les différents types de pratiques. Et Booba rebondit en racontant sa propre expérience. En sorcellerie, les œufs, c'est très très grave. Voiture. Ah oui, c'est très très grave. Même les œufs de poisson, la boutargue et tout. Bah ouais, moi je fais pas dans... Moi je vais dans l'œuf direct. Ah ouais. Magie verte, c'est pas pour moi. À partir de là, l'histoire de Booba et la sorcellerie prend une autre dimension. Parce que cette séquence ne reste pas isolée. Elle vient se brancher sur son énorme guerre avec Gims. Quelques mois après, en octobre 2021, Booba repart à l'attaque contre Gims et Demdem. Il republie des messages, parle d'incantation. De cette phrase-là, la guerre ne se joue plus seulement sur le rap ou les réseaux. Il y a 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé à H. McDonald de prier, ma femme aussi elle a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. C'est-à-dire j'ai demandé sa destruction. Pour le mal qu'il veut tenter de me faire, l'humiliation qu'il veut me faire. T'as capté? J'ai demandé à Allah, à Dieu, de nous trouver une issue favorable. Tu vois? Une issue favorable, de s'en débarrasser comme lui il le veut. Alors, on est des croyants, on est spirituels. Je pense que les choses, ils arrivent pas par hasard. Tu vois? Et il faut l'arrêter. Booba, il faut qu'il s'arrête. Ça y est, il faut l'arrêter. Ça suffit. Ça suffit. Il doit comprendre. Je sais ce que j'allais faire de Booba. Il va arriver au Maroc c'est chez moi. Il va arriver en Côte d'Ivoire c'est chez moi. Gabon c'est chez moi. Je vais l'attraper, je vais lui faire du sale. Booba, je peux m'en occuper moi-même au Maroc. Booba diffuse aussi un audio. Dans cet audio, il s'appuie sur les propos attribués à Carla Moreau, qui dit que le marabout de Manon Marceau serait aussi celui de Gims et que Gims aurait fait des travaux pour sa réussite. Booba s'en sert alors aussi pour renforcer son offensive contre Gims et pour installer l'idée d'une guerre de sorcellerie autour de lui. Donc dans l'histoire telle qu'elle est racontée ensuite, tout s'emboîte. Apparemment, le marabout qu'elle a Manon, c'est le marabout à Maître Gims. Là, c'est hyper connu que Maître Gims a fait des travaux pour sa réussite. D'un côté, Booba reconnaît lui-même à la télé avoir enterré des œufs au Sénégal dans une logique de bagarre. De l'autre, il accuse ensuite le camp Gims Demdem d'être aussi lié à des histoires de maraboutage et d'incantation. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En 2025, Sadek relance encore le délire en accusant Booba d'avoir eu recours à la magie noire. Le Sadek parle alors des accusations très graves autour de la sorcellerie, ce qui remet le sujet Booba occultisme sur le devant de la scène. Moi, je sais la vérité sur Booba. Et Booba, au risque de choquer les gens, je sais qu'il pratique la magie noire. Il l'a même dit sur TPMP quand il dit j'ai enterré des œufs dans le sable et tout. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'il est en train de dire parce que vous n'êtes pas spirituel. Pour les gens qui sont spirituels, ils savent ce que ça veut dire enterrer des œufs. C'est une magie d'une violence inouïe. Et moi, je sais par A plus B qu'il a sacrifié l'un des meilleurs amis qui s'appelle Brahms et qu'il est complètement genouillé. Et c'est pour ça qu'il a un impact sur sa communauté où ils sont complètement aveuglés et que tout lui réussit sur Terre parce que justement, moi, je pense qu'il va brûler en enfer. Très clairement.
Au début, c'est juste une relation artistique qui finit mal. Marwa Loud est proche du camp de l'artiste. Elle monte, elle prend de la place. Puis un jour, tout se casse. L'ambiance devient mauvaise, les liens se brisent. Et très vite, une rumeur commence à tourner. Pas une simple embrouille, pas juste une histoire d'ego ou d'argent. Non, selon ce qui se raconte, Marwa Loud aurait eu recours à la sorcellerie contre l'artiste. Apparemment, elle avait une discussion avec un marabout qui lui a sorti mon prénom et le prénom de ma mère. Donc là, à ce moment-là, je te dis qu'il y a quelque chose. Ouais. Dans cette histoire, le vrai point de départ serait la femme de l'artiste. Elle aurait eu des doutes, de gros doutes. Ça commence par des trucs de chamaillerie, comme ça, de manque de respect. Pas forcément son âge, ma femme est plus âgée qu'elle. Elle s'est passée devant et pas serrer la main, et serrer la main à tout le monde, sauf à ma femme. Alors elle aurait lancé sa propre enquête. Et là, le récit devient fou. Un détective aurait été envoyé au Maroc. Le but, comprendre ce qu'il se passait autour de Marwa Loud. C'est là qu'arrive l'élément le plus connu de toute cette affaire, la photo de l'ascenseur. Dans la rumeur, cette photo de l'artiste aurait servi pour un rituel. Pas sous son nom d'artiste, sous son vrai nom, Youssef, fils de Fatima. C'est ce détail qui a choqué du monde. Parce que d'un coup, l'histoire ne ressemble plus à un simple clash. Elle devient plus sombre, plus bizarre, plus malsaine. On parle alors de marabout, de rituel, de sorts, de travail fait au Maroc pour casser l'artiste. Dans cette version, le but aurait été simple, le faire tomber, le vider, le dérégler, le casser, lui bloquer sa vie et détruire sa carrière. En 2021, l'affaire sort vraiment sur les réseaux. Le nom de Marwa Loud tourne partout. Les accusations explosent, des posts circulent, des médias en parlent, même le hashtag boycott Marwa Loud sort. Mais le vrai moment où tout part en vrille, c'est en 2023. Et là, un nom revient partout, Nabil Flix. Le youtubeur reprend l'histoire. Il fouille, il interroge, il relance tout. Et avec lui, la rumeur devient un énorme feuilleton internet. Le détective, le Maroc, le marabout, la photo, les proches, les témoignages, tout remonte. Mais ensuite arrive la partie la plus noire de toute l'histoire, le nom de Naïma. Certains ne parlent plus de sorcellerie. Ils parlent d'un prétendu sacrifice d'enfant, une petite fille qui aurait été utilisée dans un rituel. Mais j'ai été mis sur la piste d'un sacrifice d'enfant. Une petite fille du nom de Naïma au Maroc, un enfant Zouari qui aurait été sacrifié, pas pour toi, mais pour te nuire à toi. J'ai déjà entendu cette histoire et franchement, je peux pas m'exprimer sur un sujet, c'est trop grave. Tu sais, je vais pas te mentir, on m'a approché pour me parler d'une histoire comme ça, mais comme je t'ai dit, c'est tellement grave. Ça fait vraiment flipper, ça fait froid dans le dos, mais je sais que ça existe. Ces trucs-là existent. Sur le plateau de gameplay, on m'a demandé de raconter l'histoire. Je me sentais pas forcément prêt et j'avais dit que que la France n'était pas prête culturellement à écouter ce genre d'histoire. Et c'était quoi? Tu l'as expliqué l'histoire ou pas? Je peux pas expliquer l'histoire. Culturellement, ce pays n'est pas prêt à écouter cette histoire. Et c'est là que l'affaire change totalement de niveau. Parce qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus dans une simple rumeur de Rap FR. On entre dans une histoire monstrueuse. Une histoire où le succès, la jalousie, la peur et l'occulte se mélangent. Et forcément, Internet explose. L'affaire devient l'une des rumeurs les plus sombres du rap français. En parallèle, dans ce récit, l'artiste devient la victime centrale. Pas juste un rappeur en clash, non. Un homme qui aurait été visé, affaibli, cassé, puis agressé. Car un autre morceau important de l'histoire, c'est une agression violente dont il aurait été victime. Pour ceux qui croient à tout le dossier, ce n'est pas un hasard. C'est une suite logique. D'abord l'occulte, ensuite le chaos, ensuite la chute. Et vu que sa carrière a ensuite perdu en force, beaucoup ont vu ça comme la preuve qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Marwa Loud donne sa version. Elle nie tout, elle rejette les accusations. Elle dit en gros qu'on veut lui coller toute l'histoire sur le dos. Je suis innocente. Ce qui a fait que là, je me suis dit, là, vraiment, ils sont sur mes côtes, ils savent en fait dans leur tête, tu vois. C'est l'histoire de Naïma, tu vois. Là, j'ai dit, ouais, ça met un meurtre d'enfant. Je suis victime dans cette histoire, tu vois. Et je suis victime du début à la fin. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je suis victime d'une jalousie maritale. L'affaire devient encore plus trouble. Parce qu'on n'a plus juste un camp qui accuse, on a deux camps, deux versions, deux récits. Et au milieu, des morceaux d'histoire, des audios, des témoignages, des détails très sombres, et un internet entier qui essaye de recoller les morceaux. Depuis, l'affaire Marwa Loud, l'artiste, est restée comme une vraie légende du rap FR. Une histoire que tout le monde a déjà entendue, mais que personne n'a jamais vraiment refermée. L'histoire explose quand Skyzy parle de Laurent Bounot, le patron des programmes de Skyrock, et dit clairement qu'il y a derrière lui une présence appelée Jimmy. Jimmy n'est pas juste un surnom ou une blague.
c'est son djinn, celui qui décide, celui qui valide, celui qui pèse sur les choix autour des sons et des artistes. Quand tu parles avec Laurent Bounot, y a toujours un moment où il va te dire attends 2 minutes. Et il va parler avec quelqu'un devant toi, un mec invisible. C'est ce passage de Skyzy qui met vraiment le truc en lumière et qui lance toute l'histoire en ligne. À partir de là, le nom Jimmy colle directement à Laurent. Et comme Bounot est justement l'un des hommes les plus puissants de Skyrock, l'histoire prend tout de suite. Parce que Bounot, c'est pas un simple employé de radio. Ça fait des années qu'il est au centre de la programmation musicale de Skyrock. Une radio qui a longtemps eu un rôle énorme dans le rap français. Du coup, dans l'histoire racontée autour de ce passage, Jimmy devient celui qui tranche dans l'ombre. Celui qui dit oui, celui qui dit non. Celui qui décide quels morceaux passent, quels artistes passent et lesquels restent dehors. C'est exactement pour ça que le nom a autant marqué. Parce qu'il colle parfaitement à l'image de Skyrock, comme une machine de validation du rap français, où Laurent Bounot n'est plus présenté comme un simple programmateur radio, mais comme quelqu'un entouré d'une force cachée qui décide avec lui. Jimmy, c'est l'ami imaginaire de Laurent Bounot. Pour que je sois connu et que je passe en radio, il faut qu'un putain de genoun, il valide mes sons, frère. Mais si un genoun, il valide mes sons, ça veut dire que le genoun valide que mes sons, ils vont détourner des gens. Gims est sans doute la figure la plus centrale de l'occultisme dans le rap, via des images. Dès 2013, avec l'album Subliminal, il confesse vouloir impacter le subconscient de l'auditeur via des images que l'œil ne perçoit pas directement. Il crée la marque Vortex, un univers visuel fondé sur le symbole du tourbillon, perçu comme un marqueur à des sociétés secrètes. Mais le point de rupture arrive le 28 novembre 2019 avec le clip Prix à payer. La mise en scène est une confession visuelle. Gims se coupe le poignet et signe un contrat avec son sang devant une secte. On y voit le signe et des symboles occultes que les théoriciens analysent comme un pacte avec le Dajjal. SCH, alias le S, a construit sa légende sur l'ombre. Une photo publiée par son styliste avait mis le feu aux poudres. On y voit le rappeur porter un pendentif gothique, dont le design évoque le visage de Baphomet. On y voit sur ses habits des symboles très chelous, avec ce qu'on dirait une personne tenant un pénis. Dès ses débuts avec l'album A7, SCH est clair sur son processus créatif. En interview, il lâche cette phrase, qui résonne encore. « Je ne suis pas sceptique. J'ai un rapport compliqué avec ça. Je suis habité, j'écris dans le noir. C'est le noir qui m'inspire. » Je vais pas y revenir, mais je suis habité. Ça veut dire que SCH, c'est moi-même, il est en moi. Et quand il sort, frère. C'est ça, frère. C'est le S, Godje, numéro 19. Moi, j'écris dans le noir. J'écris pas dans la lumière. Ça veut dire que quand j'écris, il n'y a pas une source d'UV qui passe par les fenêtres. C'est le noir qui m'inspire, j'y peux rien. Je mets les lumières, j'ai pas envie d'écrire. À la même période, chez Vice, il en remet une couche. Il parle d'un cri satanique, dit qu'il aime les inventions autour du mal, du diable et du 666, et explique qu'il a toujours été inspiré par les choses sombres. Il ajoute même qu'il cultive cette image parce qu'elle lui plaît. La dernière affaire nous emmène derrière les barreaux. Un co-détenu de Maes, Mehdi Hilton, a révélé en live Instagram une confession faite en cellule. Maes lui aurait dit mot pour mot « J'ai fait un pacte avec le diable, je ne peux plus retourner en arrière. » Ouais, je me faisais mal à la tête, personne ne me voulait dans la cellule. Parce que tu sais quoi, Michael, quand je faisais ma prière, tu sais, lui, il a pacté avec le diable et tout, lui, il me l'a dit en cellule. Il l'a dit, mot pour mot. Sur Allah qu'il a pacté avec le diable, frérot. Mot pour mot, il me l'a dit. T'as capté? Bah attends, je t'explique, frérot, je t'explique. Un jour, je faisais ma prière, Michael. Je m'émute. T'as vu sur la télécommande, je m'émute, ouais. Je pose la télécommande en haut, lui il dort en haut. Je commence à prier. Quand je commence à prier, il monte le son. C'est pas un chétan, lui, frérot. C'est pas un chétan, lui. Il commence à me dire quoi? Ouais, j'ai fait un pacte avec le diable, je peux plus retourner en arrière, c'est fini. C'est fini, je peux plus retourner en arrière. Et il vomissait de la mousse. Tous les matins, il vomissait de la mousse. T'as vu, moi je me suis renseigné un petit peu ça, tu vois, sur ça. Quand tu fais un pacte avec le diable, bah, tout le temps tu vomis de la mousse. Maes a tenté de s'en sortir avec une boutade sur le pactage des arrivants. Mais le malaise persiste. Val lui-même a confirmé cette atmosphère dans ses interviews, parlant d'un rap complètement diabolique, où les portes sont la norme pour quiconque veut briser le plafond de verre de l'industrie. C'est un peu diabolique, mais comme on a enlevé la religion,
On peut plus dire que c'est diabolique. On peut juste se contenter de dire ouais mais c'est le marché qui veut ça. Alors que c'est diabolique. C'est complètement diabolique. Ce qui se passe, c'est diabolique. Idolâtrer le marché, tout, comment se passe, tout. Le capitalisme, la maximisation, l'état du monde actuel, l'industrie. Mais comme on a enlevé la religion de la culture, comme tout est laïque et tout ça, on peut plus pointer du doigt et dire que c'est diabolique. Il y a très certainement des sacrifices derrière tout ça. La sorcellerie. Au fond, c'est ça qui fait peur avec toutes ces histoires. C'est qu'à chaque fois, il y a un détail en trop. Une photo, un audio, un vieux passage qui refait surface, et mis bout à bout, ça finit par créer autre chose qu'une simple anecdote. Ça crée une ambiance, un malaise, une légende noire. Et à force, personne ne sait où s'arrête le décor et où commence le vrai visage de l'industrie. Donc maintenant, dis-moi en commentaire. Pour toi, c'est quoi l'histoire la plus sombre de cette vidéo? Celle qui t'a mis le plus mal? Celle qui t'a fait dire, là, il y a un truc bizarre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt sur StoryUp. N'hésitez pas à liker, à commenter et à booster cette vidéo.